Bonsoir. Oui, donc bonsoir. Je m'appelle Yannick Léniel et je serai le modérateur pour ce soir. Donc bienvenue et merci d'avoir fait la route et de venir passer votre temps ici. On va essayer de se débrouiller pour que ce soit un temps, comment dire, qu'on amortisse bien cet investissement de temps de votre part pour bien parler avec un bon langage capitaliste comme on aime à Alternativa. Du coup, vous êtes aujourd'hui en un temps où on va réfléchir comment passer de l'envie à l'action. Essayer de découvrir ensemble, quand on se fixe des objectifs de changement, quels sont les freins, quels sont les leviers, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour atteindre ces objectifs. Et on a parmi nous 4 experts qui vont pouvoir vous parler depuis leurs domaines différents. On a Lisa Moussaoui qui est chargée de cours en psychologie appliquée, qui fait de la recherche sur les changements de comportement. Maria-Rita Malès qui travaille plus sur le côté alimentation, donc la sensibilisation à l'alimentation saine et durable pour enfants et familles. Marie-Jane Saunders est plus axée médias digital, spécialisée dans la transition écologique et sociale. Et Mathieu Geverts, qui est un homme des bois, comme on peut voir sur son t-shirt, et qui fait de la sensibilisation dans les écoles, des sorties nature et l'observation des pollinisateurs. Alors l'idée de ce temps ensemble, c'est pas juste de faire une table ronde où vous allez écouter des gens parler pendant 1 heure. On va essayer de se débrouiller pour qu'il puisse quand même y avoir des échanges, des réflexions. Donc l'intention, ça va être d'avoir un premier partage de la part des experts ici, des sachants. Et ensuite, on va regarder, vous allez pouvoir réfléchir ensemble à déjà qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce que ça vous a appris, et ensuite de réfléchir à quels objectifs vous auriez envie de vous fixer pour changer. Ensuite, on va réfléchir à quels leviers et obstacles vous percevez dans votre parcours de changement, et eux vont pouvoir vous apporter des clés que ça leur inspire. Donc on va avoir 2-3 petites étapes comme ça, et moi je serai là pour essayer de me débrouiller pour que ce soit le plus fluide et le plus intéressant pour vous. Voilà. Donc on va commencer. Alors si peut-être je vais mettre un petit cadre pour la suite, sinon on pourra revenir dessus après. L'idée c'est quand on va vous demander d'échanger, c'est d'être le plus équitable possible dans le partage de la parole, d'écouter avec attention, de parler avec intention, c'est-à-dire vraiment d'être à l'écoute de ce que les autres vont vous dire, parce qu'il y aura aussi beaucoup de choses à apprendre, et de parler avec intention quand vous faites vos partages. Et de ne pas oublier que plusieurs visions du monde peuvent exister en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément discuter pour avoir raison, c'est discuter pour mettre des informations au milieu et construire une vision du monde ensemble. Donc voilà, on part chacun d'une perspective différente et juste de ne pas oublier ça et de ne pas forcément chercher à imposer sa vision du monde aux autres. Et du coup, pour commencer, je propose d'écouter donc Lisa Moussaoui qui va nous parler de ses recherches. Bonsoir. Alors, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience ce soir, c'est qu'en fait, pour changer, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir envie de changer. Donc, c'est très important, il faut être motivé à changer. Mais il y a une étape qu'on pourrait oublier, c'est qu'une fois qu'on a envie de changer, il se passe quelque chose avant qu'on mette en œuvre concrètement ses intentions. Et c'est dans le titre de la séance de ce soir, de l'envie à l'action. Donc le chiffre de 50%, il a été trouvé dans la littérature en psychologie, au travers plein d'études, plein de comportements. C'est la part des décisions qu'on prend qui sont traduites ensuite en comportement, ce qui veut dire aussi qu'il y a 50% des décisions qu'on prend qui ne sont pas traduites en comportement derrière. Peut-être vous dites que j'exagère. Alors je vous laisse vous remémorer vos dernières résolutions du Nouvel An et combien d'entre elles vous avez pour de vrai mis en œuvre ou combien vous avez réussi à tenir sur le long terme. Donc, ce 50%, dans la littérature, c'est connu sous le nom d'Intention Behavior Gap, ou l'écart entre l'intention et le comportement. Donc, les chercheurs se sont posé la question de pourquoi on n'arrive pas toujours à mettre nos intentions en pratique derrière. Donc, parmi ces mots, peut-être vous reconnaissez les raisons qui font que vous n'avez pas mis en place vos bonnes résolutions de l'année passée. Donc, on peut procrastiner, on remet toujours à plus tard nos décisions. On peut aussi oublier en fait, ces choses qu'on a prévu faire. On peut changer d'avis. Peut-être qu'entre le moment où on a pris la décision et celui où on devrait faire le comportement, on a appris des nouvelles informations qui font qu'on n'a plus envie de faire ce qu'on avait prévu. On peut être distrait, il peut y avoir des tentations, par exemple,
vous êtes quelqu'un qui aime manger de la viande, vous avez décidé de réduire. Vous êtes invité chez quelqu'un, il y a un bon plat à base de viande, vous allez être tenté de ne pas tenir votre décision. Parfois, il y a des comportements préparatoires à faire pour atteindre votre objectif. Par exemple, vous avez décidé de remplacer votre 2 roues motorisé par un vélo en partage. Donc le 2 janvier, vous allez à la station de vélo partagé et là, vous vous rendez compte qu'il fallait avoir créé un compte en ligne avec une carte de crédit. Peut-être si vous êtes pressé, vous allez rentrer chez vous prendre votre scooter plutôt que faire la démarche sur le moment. Parfois, on peut aussi rater les opportunités. Vous avez décidé de participer au prochain événement de ramassage de déchets collectifs dans votre ville. Vous ratez la date, vous n'allez probablement pas y aller le lendemain tout seul. Voilà, toutes ces raisons qui font qu'on ne met pas toujours en action nos décisions. Donc les chercheurs se sont pas seulement intéressés à pourquoi on ne met pas toujours nos intentions en œuvre, mais aussi aux outils, et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc le premier outil, c'est la planification. Donc en fait, c'est planifier où, quand, comment, dans quel contexte on va mettre en place une décision. Donc ils ont fait une étude avec des étudiants qui avaient l'intention de prendre les transports publics, mais qui ne l'avaient pas encore fait. Donc la moitié de ces étudiants, ils ont encouragé à planifier où, quand, comment ils allaient prendre les transports publics, et l'autre moitié, ils n'ont pas encouragé à le faire. Parmi ceux qu'on avait encouragé à planifier, 68% avaient pris les transports publics une semaine après. Et parmi ceux à qui on n'avait rien proposé, il y a un certain nombre qui l'avaient spontanément quand même, mais c'est que 37%, donc c'est moins que dans l'autre groupe. Une autre technique, c'est l'anticipation des obstacles et aussi anticiper les solutions pour faire face à ces obstacles. Donc on est toujours sur la mobilité, cette fois c'est sur les pendulaires, pour essayer de réduire l'utilisation de la voiture. Donc ils ont demandé aux personnes quels sont les obstacles à ne pas utiliser la voiture. Donc les personnes ont dit le temps de trajet est trop long, c'est difficile d'accéder à certains endroits qui sont pas proches des arrêts, la météo, les imprévus, et quand on veut transporter des choses, c'est plus compliqué. Donc ils ont proposé aux personnes, en fait, une fois qu'ils avaient listé ces obstacles, de réfléchir à des solutions à ces obstacles. Donc soit les personnes les développaient elles-mêmes, soit ils pouvaient prendre une liste parmi des propositions proposées par les chercheurs. Et ils ont montré que 25%, ils avaient pu réduire de 25% l'utilisation de la voiture si on les avait fait réfléchir aux obstacles. Donc juste pour vous donner une idée de solution, pour le fait que ça prend trop de temps de parler en voiture, l'idée c'est de dire aux gens qu'en fait au lieu de faire 30 minutes de trajet en voiture et après d'aller le soir 1 heure au fitness, on pouvait considérer qu'on avait 1h30 pour faire notre trajet à pied ou en vélo et qu'en fait on a fait du sport en même temps que son trajet. Une autre technique, c'est les rappels, puisque dans les raisons de cet écart intention-comportement, il y a l'oubli. Donc par exemple, on peut mettre un rappel sur son téléphone le matin, juste avant qu'on sorte de chez soi, pour nous dire « Oublie pas de prendre ton contenant réutilisable pour ton café à emporter sur le trajet au lieu d'utiliser un contenant jetable ». Et donc il y a même une application qui a été développée par Ocean Conservancy, où en fait c'est une notion assez facile de rappel pour que les gens prennent avec eux leur contenant. Et la dernière technique que je vais vous présenter, c'est en fait le fait de recevoir un feedback ou un suivi sur son comportement, parce qu'on peut avoir un objectif et on ne se rend pas compte où on en est par rapport à cet objectif, donc peut-être on s'arrête en se disant j'ai fait assez. Donc là c'est aussi une application, c'est pour dire aux gens quelle est leur consommation d'électricité et de gaz. Donc ils présentent la consommation du jour comparée à celle du jour précédent et ils comparent aussi avec la semaine passée. Donc en l'occurrence, dans cet exemple, ça n'a pas eu d'effet sur la consommation, mais ils ont fait des entretiens avec les personnes et elles disaient je suis plus consciente de ma consommation grâce à ça, mais peut-être qu'il manquait dans l'application des recommandations concrètes sur comment faire maintenant que je sais combien je consomme pour vraiment réduire. Voilà, j'ai terminé sur cette image. Donc, on avait cet écart intention-comportement au début, donc j'espère qu'avec ces quelques idées, je vais donner des outils pour réduire l'écart intention-comportement. Fondatrice et directrice de cette association, et j'aimerais vous partager avec vous l'expérience de terrain de cette structure. Alors voilà le menu que j'ai imaginé pour ces 10 minutes. Tout d'abord, c'est de vous expliquer pourquoi Swiss Food Academy existe,
dans un deuxième temps, quels sont les constats qu'on a sortis du terrain. Et puis peut-être le retour du public adulte et enfant qui peut-être va résonner en vous ce soir, toujours dans cette idée de l'envie à l'action. Du coup, c'est le moment de la vidéo. Nous sommes allés à la rencontre. Voilà, du coup, ça vous parle à vous aussi? Voilà, je pense qu'on a tous des émotions un peu différentes là-dessus. Mais pour moi, cette vidéo est à l'image en fait de notre mission principale et c'est pour ça qu'on aime bien cette citation de Claude Lévi-Strauss. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Du coup, je vous donne un peu le constat en fait. C'est qu'on a une nouvelle génération qui est, je ne vais pas dire totalement, mais pas mal déconnectée en fait de son assiette et particulièrement de la nature. Du coup, nos missions et puis les messages que je voulais passer ce soir, c'est que Suissou d'Académie, justement, par le terrain, parce qu'on a vu qu'il y avait cette déconnexion, l'idée c'est de se reconnecter un peu plus à ces fruits et ces légumes. C'est pour ça qu'on a des activités de jardin. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que, comme vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, c'est chez les enfants, donc c'est un peu le lien que j'ai avec Lisa Moussaoui avec sa présentation. C'est qu'à partir du moment où on a un comportement, notamment alimentaire, il y a surtout une émotion avant tout ça. Donc de dégoût, de rejet, d'amour aussi. On peut aimer manger des légumes, mais parfois les enfants ils n'aiment pas les légumes. Et cette notion d'émotion, elle est très importante. Donc c'est l'image d'en bas, c'est comment en fait remettre un peu de plaisir, de partage autour de l'assiette. Donc ça c'est un des constats qu'on a vu. En fait, il y a une perte justement de relation, de partage et de plaisir autour de l'alimentation. Et puis l'autre constat aussi, c'est le faire. En fait, on s'est rendu compte avec les enfants que plus ils font et plus ils s'intéressent à leurs assiettes. Et le faire passe par la cuisine, aller faire les courses, jardiner, proposer une recette. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs types d'actions et du coup, l'aliment brut, le légume en l'occurrence qu'ils n'aiment pas beaucoup, il prend une toute autre dimension. Nos solutions pour répondre à ça, ça a été en fait de se connecter à la société d'aujourd'hui. Et la société d'aujourd'hui, elle est ultra connectée. Donc, pour nous, la solution, un des leviers qu'on a trouvé, c'était de passer par le digital. Ce digital nous permet en fait de vulgariser des informations autour de l'alimentation de manière très accessible pour justement accompagner notamment les familles à comment mieux justement appréhender cette notion de bien manger. Mais ça a été aussi de créer un écosystème. Et cet écosystème, en fait, il est entre vous et moi, c'est-à-dire la population, des institutions publiques, des entreprises, et puis les producteurs, des spécialistes, donc
des chefs cuisiniers, des psychologues, des diététiciens, des diététiciennes, des producteurs, enfin voilà, essayer de réunir en fait nature et puis santé et durabilité au travers de l'alimentation. Donc là je vous ai mis quelques chiffres, hein. Ça c'était pour l'année 2022. Alors, quels sont ces retours du terrain? Alors je suis désolée, je prends un peu le temps de les lire parce qu'en fait c'est pour répondre aussi aux problématiques du terrain et puis les solutions. On pense qu'on ne s'est pas trop trompé en fait avec nos outils de sensibilisation. Le camp ça a été très bien, on cuisine, on jardine, on joue aussi, on a bien aimé, j'ai appris à faire des enveloppes à graines, à cuisiner, une soupe à poivrons. Ce que j'ai préféré c'est de cuisiner des barres de céréales avec ma copine en duo. En fait ce qui revient chez cette petite Zoé de 7 ans et demi mais d'autres enfants, c'est ce que je disais avant, c'est de faire avec quelqu'un et avec plaisir et de s'amuser autour de l'alimentation, et ben ça fonctionne. C'est avec plaisir que je soutiens Sweet Academy selon mes moyens. Le travail que vous faites en équipe est admirable et je suis persuadée que beaucoup de ces enfants seront imprégnés de toute acquisition utile pour la vie reçue dans vos ateliers. Charles, 75 ans. Charles est bénévole, il soutient par un don, mais il vient aussi au niveau des actions de sensibilisation. Pour lui, c'est sa manière en fait d'agir pour la transition alimentaire. Quelle belle idée de faire des chips de légumes soi-même à la maison. Jamais je n'aurais pensé que mes enfants apprécieraient de les préparer en famille et surtout de les manger. Donc voilà, c'est Joël, 38 ans, une maman qui peut-être a acheté beaucoup de chips transformés, je ne sais pas. Et là, en fait, elle découvre que c'est possible de prendre des légumes bruts et d'en faire des chips. Donc dans l'idée d'idées, voilà. Mais comment faites-vous pour faire manger de la betterave à ma fille? J'avoue manquer d'idées et de ne pas savoir comment lui faire aimer ce légume. Donc là, c'est une problématique d'une maman qui n'arrive pas à faire manger des légumes. Et là encore, c'est l'idée des recettes. Donc vraiment, de donner de l'outil concret, facile, accessible pour pouvoir passer à un comportement, je n'ai pas envie de dire responsable, mais de passer à un autre comportement. Donc elle a vu que chez elle, la problématique, c'était la consommation de légumes chez son enfant. Excusez-moi. Donc, comme vous l'aurez compris, pour nous, ce qui est important chez Sweet Food Academy, c'est comment passer du produit naturel versus transformé. Donc, comment sortir cette consommation en fait, d'aliments transformés pour quelque chose de plus naturel et sain. Et puis, avant toute autre chose, c'est comment se recentrer à un moment et de se dire, voilà, quand on parle d'alimentation et quand j'ai une assiette devant moi, avant toute autre chose, je pense à tout ça et à partir du moment où cette priorité devient une première, parce que manger c'est vital et sans bien manger, eh ben, on ne peut pas faire grand chose parce qu'on le paye plus tard de toute façon d'une manière ou d'une autre, c'est comment réaliser en fait que ce comportement-là peut avoir aussi un impact sur sa santé et sur l'environnement. Je veux juste finir, c'est cool, j'ai 1 minute. Donc, Sweet Food Academy a été créé en 2017. Voilà, vous avez toutes les infos derrière. J'ai envie de parler de moi parce que moi aussi j'ai eu un comportement alimentaire spécifique et j'avais envie de le partager ce soir, je ne le dis pas souvent. Je n'ai pas eu d'éducation alimentaire à la maison, mes parents cuisinaient, mais moi, à l'âge adulte, je ne savais absolument quasiment rien faire et je ne mens pas, je savais peut-être juste cuire un œuf. Quand mon fils est arrivé, j'ai compris qu'il fallait que je m'y mette. Je m'y suis mis, mais je me suis retrouvée mère seule à l'âge de mon fils qui avait 15 mois. Et là, en fait, ça bouleverse tout. Parce qu'en fait, on est démunis, on est seul, et puis là, on se dit, mais comment on va faire? Sweet Food Academy, pour moi, ça a été moi mon déclencheur. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je suis passée de l'envie à l'action, c'est parce que je me suis dit, je ne dois pas être la seule, et des familles monoparentales, il y en avait de plus en plus à ce moment-là. Et j'ai eu envie, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir réunir des experts et des gens passionnés et engagés autour de l'alimentation pour répondre à ces vrais besoins du terrain, qui, dans notre projet, répondent beaucoup à des familles précaires. Voilà, je vous remercie. Vous m'entendez bien? Ah, c'est super. Parce que j'aime bien parler avec les mains.
Bonsoir, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence et merci à Alternativa aussi pour l'organisation. Donc quelques mots sur mon parcours. Bon, déjà je n'ai pas de slide, je suis une créatrice de contenu digital sans support visuel ce soir, donc j'espère que j'arriverai à vous tenir avec moi malgré tout. Donc quelques mots sur mon parcours. Je suis diplômée de la Haute École de Gestion en Management Durable et je suis une leader climatique certifiée par une organisation internationale qui s'appelle The Climate Reality Project. Et j'ai travaillé pendant 6 ans comme responsable du développement durable dans le secteur financier. Et aujourd'hui, je suis donc une créatrice de contenu digital et vidéaste. J'ai fondé un média qui s'appelle Don't Be Trashy, un média digital qui est actif sur plusieurs plateformes comme Facebook, YouTube, mais principalement Instagram. Et c'est donc spécialisé dans la transition écologique et sociale. Les buts et les objectifs, c'est vraiment la mise en avant des acteurs et des actrices de la transition en Suisse romande, la sensibilisation, l'éducation à la thématique du développement durable, et aussi, quoi d'autre, hein, j'ai envie de dire la présentation d'éco-gestes, d'alternatives éco-responsables vraiment pour les citoyens et citoyennes. Et en presque 3 ans, j'ai interviewé près de 40 personnes actives dans ce domaine. Ayant été moi-même très active dans ce milieu, avant de commencer dans le Bitrachi, un aspect qui m'a toujours particulièrement marqué, c'est l'impression d'être toujours au sein d'un cercle de convaincus. Et une question qui m'anime, je pense que je ne suis pas la seule à être animée par cette question, c'est vraiment de comment porter ces messages au-delà de la communauté déjà existante. Donc nous le savons toutes et toutes, il est nécessaire d'opérer un changement dans nos modes de consommation et nos modes de vie à l'échelle globale pour qu'on puisse construire un avenir plus durable. Et mon idée, c'est vraiment de réunir plutôt que de diviser et de présenter la transition comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Donc à cette époque, il y a 5-6 ans, la représentation du mouvement écologique sur les réseaux sociaux n'était pas très inclusive selon moi. Ça tournait beaucoup autour du lifestyle, un peu l'image d'une fée du logis, dans le zéro déchet, tout parfait, etc. Moi, je m'identifiais pas trop à ça. Et du coup, je me sentais pas vraiment légitime en fait dans ces pratiques. Et selon moi, cette approche totalitariste du tout ou du rien dans le mouvement écologique peut être très immobilisant en fait finalement. Et c'est pour ça que sur Don't Be Trashy, j'essaye de promouvoir surtout de faire des choix en pleine conscience, d'encourager des changements qui sont vraiment adaptés aux possibilités de chacun, sans jugement, et avec une certaine dédramatisation, une certaine légèreté, car ce sont des thématiques qui sont parfois assez lourdes, pour ne pas dire anxiogènes. Dans cette ère où les réseaux sociaux sont en pleine ascension, j'ai pris conscience qu'ils pouvaient être un outil dans cette démarche. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. En premier lieu, les réseaux sociaux étaient probablement une source de divertissement et un moyen supplémentaire de se connecter les uns aux autres. Aujourd'hui, maintenant, il y a un aspect économique qui est bien là et un impact sur nos modes de consommation, nos modes de vie, car les réseaux sociaux dictent un peu les tendances concrètement. Il faut savoir que 59% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux et y passe en moyenne 2h30 par jour. Ils représentent donc une opportunité et un risque énorme selon l'utilisation en fait, qu'on va en faire. Comme beaucoup d'avancées technologiques fulgurantes, il y a des impacts négatifs à déplorer. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'impacts négatifs, principalement sur la santé mentale, je dirais. On sait qu'il y a un potentiel addictif qui est énorme, troubles du sommeil, dépression, anxiété, cyberharcèlement et d'autres choses encore. Et un impact écologique et social, donc au-delà de la pollution générée par le numérique, il y a un impact aussi lié au tourisme, qui est clairement à relever, la surfréquentation des sites naturels qui mènent à la dégradation, à déclin de la biodiversité, etc. Tout ça pour avoir des vacances instagrammables.
Et on a aussi une ascension dans des pratiques comme le dropshipping ou l'ultra fast fashion, comme des marques comme Shein, qui, à mon avis, ont été extrêmement profitables grâce aux réseaux sociaux, plutôt à cause, on va dire, dans ce cas-là. Donc on l'a bien compris, la liste des impacts négatifs des réseaux est claire et nette. Alors mon propos est le suivant. Comment mettre les réseaux sociaux au service de la transition écologique et sociale, ou plus simplement, comment les utiliser de façon responsable? Pour faire un parallèle avec la consommation plus traditionnelle, on dit souvent que tout acte de consommation est comme un bulletin de vote. Pour paraphraser l'auteur Christian Jacquiot, à chaque fois que vous mettez 1 kilo de tomates dans votre panier, vous votez soit pour une agriculture intensive, polluante et déshumanisée, soit au contraire pour une agriculture vertueuse. Et le parallèle très important que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il en va de même pour le contenu qu'on consomme ou qu'on produit sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux fonctionnent grâce à des algorithmes. Ce sont ces algorithmes qui vont déterminer quel contenu va être favorisé en termes de visibilité sur les plateformes, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle globale. Donc à l'échelle individuelle, c'est ce que les algorithmes vont me proposer à moi, et à l'échelle globale, ça va être ce qu'ils vont proposer à mon cercle proche, et puis à mon cercle un peu moins proche, et puis dans ma zone géographique. On a vraiment quelque chose qui s'étend comme ça. Le contenu qui va être favorisé par les algorithmes est celui avec lequel nous allons interagir. Donc l'interaction peut se faire à plusieurs niveaux. Ça va être simplement le contenu sur lequel on s'arrête quand on scrolle dans nos feeds. Ça va être le contenu qu'on regarde dans son entièreté, si par exemple c'est des stories ou des vidéos. Et évidemment, ça va être le contenu qu'on va liker, qu'on va commenter, qu'on va republier ou qu'on va partager avec des tiers. En soutenant du contenu ou des créateurs de contenu engagés pour la transition, on participe à augmenter la présence de ces thématiques sur les réseaux sociaux. On participe à l'éducation, à la sensibilisation et à la découverte des alternatives. Il est aussi important de prendre conscience qu'on a une responsabilité individuelle dans ce que nous décidons de partager et pourquoi. On parle beaucoup du métier d'influenceur, mais pour moi, du moment qu'on a un compte Instagram ou Facebook ou que sais-je, même si on a 10 abonnés et qu'on a un compte privé, quand on partage des choses, quand on publie dans nos stories ou peu importe, on a un pouvoir d'influence. On est influenceur dans une certaine mesure. Je m'explique. Si vous postez une story dans un restaurant, dans un hôtel ou prenant part à une activité sportive quelle qu'elle soit, vous en faites la promotion d'une certaine façon. Si on prend l'avion par exemple, selon notre contexte de vie, nos moyens, le temps dont nous disposons, il n'est pas toujours possible d'éviter un déplacement en avion. Donc c'est une chose de faire le choix en pleine conscience de prendre l'avion pour un voyage et cette raison nous appartient. C'en est une autre de poster un selfie dans l'avion et d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc selon moi, et dans une juste mesure, ça participe à la normalisation de ce moyen de transport et à son attrait. Et je soulève cet exemple, non pas avec un jugement quel qu'il soit, mais pour seul et unique but, vraiment la remise en question, et c'est ce que j'encourage vraiment pour nous tous. Pourquoi ai-je cet élan de partager tel ou tel contenu? Dans quel but? Et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte et quelles pourraient en être les conséquences? Dans nos interactions sur les réseaux, on a donc le pouvoir de redonner du sens à ces plateformes et de les utiliser comme un réel outil pour participer à la transition plutôt que comme une simple source de divertissement. Et pour conclure, malgré mon métier et ma position, je vous encourage bien plus à laisser vos téléphones de côté puis à aller faire une formation chez Swiss Food ou aller faire une excursion avec Mathieu plutôt que de passer du temps sur les réseaux. Mais si utilisation des réseaux il y a, faisons-le à bon escient. Merci.
Ça y est. On me dit en 20 secondes que les meilleurs sprinteurs du monde ont parcouru 200 mètres. Bon, les abeilles presque. Mais les meilleurs sprinteurs du monde, ils s'arrêtent au bout de 200 mètres, puis généralement ils s'effondrent. Les abeilles, elles continuent. Alors, c'est un peu comme ça que je voudrais, je voudrais vous présenter. Donc nous, on est une association, donc le Wild Bees Project, et notre projet, c'est d'observer, de prendre le temps d'observer. Alors déjà, je veux tous vous remercier parce que vous avez pris le temps de venir ici. Alors ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, nous, en tout cas, ce qu'on promeut au niveau de notre association, c'est avant toute chose de regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, qui on est? On est une association donc, qui est française, qui est basée à Crozet, dans le Pays de Gex à côté. Et on a plusieurs angles, on va dire plusieurs angles de travail et d'attaque. Un des premiers, une des choses qu'on fait, c'est qu'on travaille, je dirais, en lien avec la collectivité sur des solutions, on va dire, d'apiculture ou en tout cas d'études des abeilles de manière un petit peu plus durable. On essaye de mettre en place des choses autour des ruchetrons, pour ceux qui en ont parlé, qui ont entendu parler, hein, la ruchetron, c'est une reproduction, on va dire, de l'habitat sauvage de l'abeille, cette image d'épinal qu'on a de l'abeille qui vit au creux d'un arbre. Donc on essaye en tout cas de voir le comportement des abeilles dans les ruchetrons, on essaye de regarder, de trouver des moyens pour ces abeilles de lutter contre le varroa en apportant en tout cas d'autres organismes qui seraient eux des prédateurs du varroa. Donc on essaye comme ça d'avoir des solutions, d'essayer de tester des solutions un petit peu alternatives pour l'apiculture. Donc une des solutions que nous on propose pour passer à l'action, c'est l'expérimentation. C'est d'abord l'expérimentation. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a expérimenté, qu'on a observé, qu'on a expérimenté, alors on va sensibiliser. Alors comment on sensibilise? On organise des sorties où on essaye avec vous qui venez, des fois avec des écoles, des fois avec tout public, on essaye de regarder un petit peu quels sont les pollinisateurs qu'on a autour de nous, quelles sont leurs habitudes, leur mode de vie, de les reconnaître, d'essayer de les reconnaître. Parfois c'est pas évident, des fois ça se joue à un bout d'aile, des fois ça se joue à une longueur de langue, des débats de passionnés. Je t'assure, j'ai vu que ce bourdon avait une langue un peu plus longue que l'autre. Alors c'est le Bombus Epidorum? Non, c'était l'autre. Ah, je sais plus. Bref, des débats enflammés, des débats qu'on aime entre nous et qu'on aimerait avoir plus. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à convaincre, parce que les gens sur le bord de la route nous prennent pour des fous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaye en tout cas de transmettre cette passion qu'on a. Alors on est une petite équipe, on est une équipe de 8, on est principalement bénévoles dans l'association. Mais dans cette équipe de 8, il y a différentes cordes à notre arc. On a des personnes qui travaillent plus sur le volant de l'apiculture, j'en ai parlé. On a aussi une personne qui travaille dans le secteur, qui publie aussi des articles dans le domaine dans la recherche, tout ce qui se fait de la recherche au niveau des abeilles, donc au sein du réseau Colosse, qui est un réseau de recherche européen. Et puis on a des gens comme moi, où on est là moi je suis plus là dans une posture à emmener les gens dans la montagne, dans la campagne, et puis à leur proposer en tout cas des expériences d'observation et de compréhension. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, là vous allez me dire, ouais, c'est bien joli, mais eux ils font ça dans leur coin, et comment je fais moi à mon niveau pour faire ça? Bon, déjà, vous pouvez le faire, je vous rassure, à Genève, je l'ai fait il n'y a pas longtemps,
il y a une diversité. Merci aux services de la ville de Genève qui font des efforts particuliers sur ce sujet. Parce que par rapport à d'autres communes, ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a une diversité au niveau des pollinisateurs qui est impressionnante. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est peut-être à prendre les 20 secondes que j'ai pris au début pour rien faire, finalement. Prenez-les pour observer ce qui se passe autour de vous. Un des aspects fondamentaux, je crois, pour passer à l'action, on a créé, ça a été dit, hein, on a créé un fossé entre nous et la nature. D'ailleurs, on dit toujours l'homme et la nature. Enfin, dans notre culture occidentale, on dit l'homme et la nature. Ça, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la nature. Alors, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Moi, je pense que si vous êtes là, vous êtes à peu près convaincus de ça. Mais dites-le aux gens qui ne sont pas convaincus. Je vous invite, pour passer à l'action, je vous invite à prendre des grands coups dans la gueule. Puis à le dire à des gens qui ne sont pas convaincus. Ça m'est arrivé de le dire à des gens pas convaincus. Puis moi, dans mon métier, de prendre des grosses valises. J'avais des gens que j'emmenais en randonnée, je leur expliquais que ben voilà, si on n'avait pas de neige, ben c'était quand même un peu à cause de nous. Je me dis, mais on n'est pas là pour entendre ça. Nous, on veut de la neige et puis c'est tout. Ok, ça me va. Ben, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, non, on va rien faire. Et alors, je me suis dit, c'est peut-être moi. Et puis, quand je me suis formé au métier d'accompagnateur en montagne, eh bien, j'ai vu des collègues faire, qui étaient confrontés aux mêmes difficultés. Donc, je vous invite à proposer et à partager votre vision du monde sur le sujet, même si elle est contradictoire avec la personne. Vous pensez qu'elle va être contradictoire avec la personne qui est en face de vous. Et la semaine dernière, j'ai eu une belle surprise. Quelqu'un qui était commercial, qui vendait des camions. Je me suis dit, lui, c'est sûr, il aura une vision différente de la mienne. Eh ben non, pas tant que ça. Le gars se posait pas mal de questions, fondamentalement. Il n'était pas encore passé à l'action. Mais je sentais qu'on n'était plus si loin. Donc, il faut partager, promouvoir, partager, j'irais même provoquer un petit peu des fois, pour essayer de faire tourner un petit peu ce qu'il y a là-dedans, les deux neurones qui se connectent. Combien de temps il me reste? Ouais, 2 minutes, c'est bien. Donc, ça c'est, en tout cas, je vous encourage à le faire. Et puis, nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, à notre niveau. Alors, comment est-ce que vous pouvez passer à l'action, que ce soit sur le sujet, nous, notre sujet, c'est les pollinisateurs, hein, bien sûr, vous l'avez compris, c'est les abeilles, parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est fondamental dans notre mode de vie, dans notre alimentation, et qui est central dans les écosystèmes qu'on a autour de nous. Mais on peut prendre cette réflexion plus large sur n'importe quel autre sujet. Hein, mais voilà, comment passer à l'action? Alors, moi, je vous donne aussi, je vais profiter des 2 minutes, et puis j'attends aussi de vous peut-être quelque chose en retour. Je suis désolé, je suis venu là, je vais vous demander de bosser pour moi. C'est que je vous donne, travailler alors. On fait des choses, comme je vous l'ai dit, on va voir les écoles, on fait des sorties, on essaye des choses en apiculture, on publie des papiers dans la littérature de recherche, on participe à des forums, à des salons, des conférences, on essaye de promouvoir en fait notre message. Nous, c'est tout ce qu'on fait au quotidien. Ok ? Et puis, on fait tout ça. Alors, je vous ai mis des choses, peut-être des choses qu'on pourrait faire plus. Travailler en lien avec les collectivités en charge d'aménagement des territoires. Moi, je suis comme ça, j'y ai pensé. Je me suis dit peut-être que si on travaillait, on arrivait à gommer un peu les plans d'urbanisme, puis mettre à la place d'immeubles dans les forêts, ça se verrait pas. Peut-être. Convaincre les professionnels, les paysagistes, les paysans, les agriculteurs de modifier leurs pratiques. Peut-être, voilà, en leur fournissant des boîtes à outils et un accompagnement vers la modification des pratiques. Ça, peut-être que dans l'alimentation, tu le vois, sur la conduite dans le temps, en tout cas, qui n'est peut-être pas évident à tenir dans le temps. Et peut-être qu'il y a des choses, en tout cas,
Quand on change de voie, bah, la nouvelle voie, c'est pas forcément la plus facile, sinon on l'aurait choisi dès le début. Enfin voilà. En tout cas, ce qu'on devrait faire encore plus, c'est unir l'homme et la nature pour qu'ils ne fassent qu'un. Je pense qu'on... Voilà, c'est peut-être quelque chose qui paraît complètement utopiste, hein, ce que je dis. Vous comprenez que derrière, on essaie de mettre des actions concrètes. Mais on essaie d'avoir une utopie quand même. Merci à tous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir si on peut mettre tout ça en résonance. Et donc ce que je vous propose, c'est de trouver, voilà, de vous mettre par petits groupes de 4. Donc de regarder avec vos voisins, les gens derrière vous, etc. Alors si vous êtes 3, c'est pas grave, si vous êtes 5, c'est pas grave. Si vous êtes 4, c'est bien. Et de vous mettre ensemble et de répondre. Alors il y aura deux sessions avec 2 sessions de 7 minutes avec une question chacune. Et ça va préparer le terrain en fait pour la deuxième intervention des intervenants. Et donc l'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, voilà, d'écouter avec attention, de parler avec intention, de partager équitablement la parole, de mettre un petit peu d'attention sur le fait que si j'ai tendance à beaucoup prendre la parole, bah, cette fois il faut peut-être que je me réfrène un petit peu pour que la personne à côté de moi qui parle jamais, elle puisse dire quelques mots. Et de regarder un petit peu pour ça, et de vous rappeler qu'il y a toujours plusieurs visions du monde qui existent en même temps. Donc de partager votre vision pour l'offrir aux autres, mais aussi d'accepter qu'eux partagent la leur. Et du coup, la première question, une fois que vous avez trouvé votre petit groupe, j'ai vu que vous êtes tout de suite mis en mouvement, et ça c'était sympa de voir, de tout de suite vous orienter les uns vers les autres. Donc vous avez 7 minutes pour vous demander qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant. Qu'est-ce que vous a étonné, qu'est-ce que vous avez découvert. Et voilà, je vous dirai quand les 7 minutes seront écoulées. Et si vous êtes seul, que vous n'avez pas trouvé le groupe, levez la main et on va vous aider. La deuxième question que je vous invite maintenant à traiter avec votre groupe, c'est quels sont les objectifs pour transformer les habitudes? Avec toutes ces informations que vous avez eues et peut-être voilà, les nouvelles résolutions, si on prend peut-être un agrégat de toutes les nouvelles résolutions que vous avez eues jusqu'à maintenant, ou les objectifs que ça vous a donné envie de vous fixer, de réfléchir. Vous avez 5 minutes pour discuter de voilà, petit tour de parole dans votre groupe sur... alors c'est 5 minutes sur le coup, parce qu'on va essayer de réduire un petit peu, je me suis planté au niveau du thème. Voilà. Donc vous avez 5 minutes. Alors vous pouvez rajouter ceux que vous avez identifiés. Quels sont les leviers et les ressources que vous avez identifiés? Et ils vont apparaître là. Amener les amis dans la nature, se récompenser, le réseautage. Montrer l'exemple, acheter toutes les actions totales. On va peut-être se mettre à plusieurs. Le faire avec d'autres. Les logiciels libres. Les actions collectives. Rêve, plan, action, célébrer. Ah, je crois qu'il y en a qui font du dragon training. Connaissez-vous le prix d'un kilo de tomates bio en Suisse? La question du prix des fruits et légumes bio n'a pas été évoquée jusque-là, n'est-ce pas un point essentiel? Et ça va être pour Maria. Groupe WhatsApp positif, éduquer le plus grand nombre d'enfants, s'abonner à Don't Be Trashy. Voilà, et après vous voyez que vous pouvez mettre des petits likes. Alors j'ai l'impression que ça c'est un qui me relie au sens. Manger des tomates qui ont du goût. Donc j'ai l'impression que c'est en train de se calmer un petit peu, vous pouvez en rajouter, on pourra revenir dessus après. Observer les abeilles et le mouvement de la nature. Et maintenant on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va regarder les freins. Quand vous dites que vous êtes fixé un objectif, vous regardez ça, vous dites, oula, c'est quand même une grosse montagne, comment je vais faire pour aller jusque là-bas, quels sont les obstacles, qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire, qu'est-ce qui va me retenir, qu'est-ce qui va me freiner. Et en fait, ce que vous allez apporter sur cette deuxième question,
ça va permettre de nourrir la conversation qu'il va avoir après. C'est là où justement nos expertes, puisque finalement il y a plus d'experts que d'experts, vont nous être utiles. Alors la perte de temps, le confort, le regard des autres, la confusion dans le passage à l'action, trop d'informations, l'effort, la flemme, la confiance, la procrastination, avec le manque de temps, TDAH, peu de compétences pour la... Hop, faut que je l'attrape. Okay. Peu de compétences pour la planification, le sentiment d'impuissance, la contrainte, l'argent, l'accessibilité, l'apéro, mon 100% au taf, le temps que les habitudes se mettent en place, le fait de devoir nourrir l'algorithme pour garder une certaine visibilité. Hop. Les personnes qui se disent spécialistes du climat, qui jugent chacun de nos mouvements. La peur de l'échec, le coût financier. Je suis enchaîné à des boulets, je les traîne, il me coûte du temps, de l'énergie, de l'argent. Les avantages. L'inconnu de la situation après le changement. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Effort, perte de temps, des personnes non prêtes au changement. La charge mentale, les prix et horaires du train, mes habitudes ancrées avec le temps, le prix des légumes. Voilà, donc on voit à peu près ce que ça permet, en fait, l'idée de faire ça, c'était de donner une idée aux personnes qui interviennent, aux intervenants, de savoir où vous en êtes, de savoir ce qui vous préoccupe. Pour pas faire juste une espèce de conférence où elles vont parler pendant 1 heure et puis finalement ça ne correspondra pas à vos attentes et à ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, le fait d'avoir ça, ça permet d'avoir une idée de quels sont les obstacles, quels sont les trucs qu'on peut attaquer ensemble en fait, quels sont les trucs communs. Et du coup, c'est vrai qu'il a trouvé les émoticônes. Et du coup, en fait, tout ça, ça va leur permettre maintenant d'avoir une conversation ensemble et d'essayer de trouver comment lever ces freins. Alors j'espère que vous avez déjà des idées. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, en fait, moi, de ce que je vois, donc il y a beaucoup le prix, il y a le sentiment d'impuissance. Alors, je ne sais pas, les personnes qui ont dit ça, c'est aussi lié au prix. Et puis, il y en avait un autre qui m'avait marqué, c'est trop d'infos, la flemme. Voilà. Alors, je vais commencer par les infos. Effectivement, on a beaucoup trop d'infos, je suis complètement d'accord. Et après, c'est toujours la même chose, c'est où sont nos priorités. Et en fait, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas. Donc ça revient un peu à ce que toi t'avais dit, le partage, partager en conscience ou... choix en pleine conscience. Voilà, choix en pleine conscience. Donc je ne sais pas si c'est dans cette idée-là du trop d'informations, mais c'est après, est-ce que trop d'infos parce qu'on est trop connecté ou parce qu'on veut trop chercher de l'info. En tout cas, nous, on essaie de vulgariser au maximum pour essayer de déconstruire ce que peut-être vous avez comme idée perçue. Là, je parle de l'alimentation. Ou des choses que vous avez entendues qui, malheureusement, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont fausses. Donc, il y a ça aussi. L'histoire de l'argent, alors ça, c'est une thématique qui revient souvent chez nous, on nous la demande, sachant qu'on travaille avec un public qui est assez précaire. Alors, pour moi, il y a 2 réponses. Effectivement, si on se base sur le pays de la Suisse, il y a des choses qui coûtent effectivement très cher, comme la viande, les fruits et les légumes.
Je suis un peu partagée parce qu'il y a des structures alternatives. Je pense notamment à l'Union maraîchère de Genève, que beaucoup ne connaissent pas, et où vous pouvez aller trouver des produits qui sont peut-être plus abordables. Donc après, c'est toujours une histoire de priorité. Typiquement, moi, je ne suis pas milliardaire, mais ça fait depuis quelques années que j'ai décidé d'augmenter mon budget alimentaire. Et sachez qu'il s'est extrêmement réduit sur ces 50 dernières années et que par contre la part des loisirs, elle a explosé. Donc actuellement, il y a des gens qui préfèrent changer leur basket tous les 6 mois, acheter le dernier iPhone tous les ans. Voilà, la part des loisirs a augmenté. Ce n'est pas une critique, je dis juste que quand on a un budget fixe, à nous de savoir où sont les priorités que vous voulez mettre. On a beaucoup de familles, effectivement, qui n'arrivent pas à bien se nourrir, et c'est pour ça, effectivement, qu'elles se dirigent vers les produits transformés, parce qu'elles pensent qu'elles font des économies, et parce qu'elles pensent que les enfants mangent mieux et qu'ils sont rassasiés. Mais clairement, au niveau nutritif, c'est comme s'ils ingurgitaient du vent. Donc, de toute façon, après un McDo, on sait, on a toujours faim, c'est prouvé, et on recommence, et puis ça s'arrête jamais. Je ne sais pas si je réponds à ça. Le kilo bio de la tomate, je ne sais pas. C'est du fondant tomate grappe. Grappe, ouais. Mais à l'Union maraîchère, c'est beaucoup moins cher. Et puis après, il y a plein de gens qui vont à la frontière. Et voilà. Et c'est la région et c'est ok. Et puis il y a des gens qui jardinent comme moi. Voilà. Alors je ne suis pas en autonomie alimentaire, mais c'est possible aussi de cultiver à Genève. On a la chance d'être dans une ville avec la campagne à côté, ou bien avec une multitude de potagers. Ça c'est possible aussi. Voilà. En fait, ouais, ça manque de... Parce que l'intention au début, c'était de dire, grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir échanger entre vous. Si pour vous, ça crée un manque et vous aimeriez plus échanger avec le public, je ne suis pas un dictateur qui va... Donc si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin de plus d'échanges, on peut aussi transformer un petit peu la manière dont on fonctionne. On s'adapte. Non, surenchérir ou pas d'accord. Parce que Lisa, t'as pas des clés, peut-être des outils ou des choses quand tu vois tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour toi? Vas-y. Alors oui, moi j'avais une chose à dire, c'est sur le commentaire on se sent petit. Du coup, ça fait partie de notre discussion tout à l'heure, mais j'ai travaillé sur les messages qui donnaient l'impression qu'effectivement nos actions servent à rien. Et en fait, souvent les messages, c'est sauver la planète. Et en fait, effectivement, si notre objectif c'est sauver la planète, nous, si on éteint la lumière en quittant cette salle, ça ne va rien changer, ça ne va pas la sauver. Et en fait, on ne peut pas agir sur comment plein de gens communiquent sur ça, mais par contre, si nous-mêmes, on essaye de se mettre des objectifs qui sont peut-être plus concrets, plus locaux, en proportion, on peut avoir l'impression que notre action elle est un peu plus importante. Et je pense aussi que s'entourer d'autres personnes qui font aussi, du coup, on voit que d'autres font aussi, on a l'impression que, du coup, que l'effort de groupe, il a un impact. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Je ne sais pas si vous pensez à un autre point que tu m'as dit tout à l'heure. Ah oui, la peur de ce qui se passe après. Ouais. Oui, aussi un phénomène, c'est l'aversion à la perte. C'est vrai qu'en proportion, on a l'impression que les pertes, c'est plus grave que les gains, de manière rationnelle. Donc effectivement, on peut dire, je change, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je n'ai pas tellement d'idées là-dessus, à part peut-être essayer de parler à des gens qui ont fait le changement et voir comment ça se passe pour eux, pour du coup ça soit moins incertitude. Est-ce que tu peux nous donner des infos sur le temps que les habitudes se mettent en place? Oui, alors il y a différentes études là-dessus sur la durée. Alors les études qui disent 21 jours, il y a plusieurs étudiants en psychologie dans la salle. Si vous avez aussi des chiffres, les chiffres varient, mais c'est vrai que ça prend un certain temps pour mettre les habitudes en place. Et après l'idée c'est que ça s'automatise et qu'en fait des comportements qu'on fait de manière consciente vont ensuite être déclenchés par des éléments externes. Donc par exemple, en sortant de chez vous, vous passez devant votre buffet, vous allez vous rappeler de prendre votre mug, prendre votre café à emporter par exemple. Au début, on doit se forcer à le faire et après, c'est des éléments de la situation qui déclenchent l'habitude.
La personne qui a dit l'entourage, ça veut dire que la personne se sent seule par rapport à ses convictions et que l'entourage l'empêche d'aller de l'avant. Parce que parfois on discute en groupe, on se dit qu'on pense qu'on va pouvoir modifier les comportements, soit de son conjoint, soit des parents, des grands-parents, des amis. Et moi je vois dans mon cercle d'amis, oui, on prend un truc pour celle qui embête quand on fait les courses, etc. C'est tout ça, c'est ce frein-là, en tout cas, moi j'identifie dans mon quotidien un peu de passer pour. Mathieu, tu veux réagir? Non, moi je vais rebondir sur un autre point. Ouais, quelqu'un veut Après, je peux rebondir. Moi, j'ai. Alors, moi je l'entends souvent chez les personnes qui sont conscientisées en fait, enfin, qui ont passé le cap et qui se retrouvent un peu isolées. Et ce que moi je vois, c'est qu'après elles finissent par se retrouver entre elles. C'est pas très rassurant. Non, mais je veux dire, voilà, après c'est, comment dire, le monde il est pas. Il y a une sorte de. C'est un peu binaire, mais est-ce que finalement c'est ça le plus. Enfin, je comprends que c'est dur, mais en même temps, cette petite graine, ça prend du temps pour. On n'a pas le même niveau en fait de prise de conscience. Donc vous l'avez compris peut-être, il y en a ça prend un peu plus de temps. Et c'est la répétition, et c'est comme nous en fait. Ce qu'on fait, c'est des missions de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que c'est difficile qu'on va arrêter. Il faut continuer. Et plus on a, et mieux c'est. Ouais, si je peux réagir un petit peu par rapport à ça aussi. Moi, j'étais vraiment pas née pour être une écolo. J'étais au contraire à l'opposé extrême. Dans la vingtaine, je travaillais dans le domaine de la mode. Je faisais du shopping tous les week-ends. J'étais vraiment la pire consommatrice qu'on puisse imaginer. Et en fait, c'est des personnes de mon entourage divers et variés qui ont planté des graines, qui ont mis très longtemps à se déployer, puis après on commence à aider son intérêt à participer. Et quand j'ai commencé, j'étais vraiment hyper active dans le mouvement du zéro déchet. Et j'avais l'impression d'avoir eu cette prise de conscience incroyable, que quelque chose dont je venais de prendre conscience et j'avais envie de convaincre tout le monde. Donc je ne parlais que de ça. Et je donnais à la Nitty Tupperware. Et je criais sur tous les toits cette révélation incroyable et qu'il fallait faire et machin. Et je me suis vraiment épuisée là-dedans. C'était épuisant. On se sentait hyper seule. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me dire que j'avais mené mon petit chemin de vie et plus trop en parler. Puis juste faire les choses silencieusement finalement. Et que si on me questionne ou quoi, je réponds. Et plus vraiment porter en fait le message d'une façon orale, mais plus on va dire symbolique. Il faut savoir que je viens d'une famille valaisanne, pour qui genre à Noël c'est vraiment c'est une parade d'animaux morts. C'est en train de dire, et ils ont beaucoup de peine à concevoir, même pas à accepter, mais juste à intégrer que je suis végétarienne, ça fait 6 ans. Et genre tous les Noëls je me retrouve avec mes petites tomates cerises et mes 2 concombres crus dans mon assiette parce qu'ils m'oublient complètement. Et puis il y a ces conversations qui sont des fois hyper difficiles où là vraiment on se sent plus seul que jamais. Mais j'ai arrêté d'essayer et j'attends que la curiosité s'éveille chez eux et d'attendre aussi que tout le monde, comme disait Maria, change au même rythme que moi parce que je sais que moi j'ai mis mon temps aussi. Et j'espère simplement que voilà, les graines sont plantées et que ça se déclinera à un moment donné. Et je me concentre plus sur ce que je fais, pour moi, sur la mission en général, que finalement sur ce que les autres font. Sinon, c'est un gouffre sans fin. Voilà. Moi, je peux juste rajouter ça. Par rapport à ça, c'est que il y a un autre point, c'est le regard des autres aussi qui peut amener le changement. Alors, je trouve que des fois, c'est plus facile de convaincre des gens qu'on connaît moins bien que son entourage proche. Et peut-être de commencer par là pour gagner en assurance et puis trouver des clés pour votre entourage peut être aussi une solution. Parce que c'est vrai que moi je trouve que quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a des freins qu'on ne se met pas. Et il y a des freins qu'on se met bien sûr parce qu'on a une convenance sociale, parce qu'on a été éduqué, parce que voilà. Mais par contre, il y a des freins quand même qu'on ne se met pas.
Et donc ça, c'est vrai que ça peut être un point. Juste, il y a un truc qui m'a fait un peu réagir dans tous les termes qui étaient mis, avec quelqu'un qui a mis confort. Je sais pas qui l'a mis, je ne veux pas cibler, mais quand même, ça m'intéresse. Mais quand même, ça m'intéresse. Si tu pouvais peut-être juste développer ce que tu avais dit, parce que tu pensais par rapport à confort, c'était quoi que tu mettais derrière? C'est l'idée qu'on a des vies plus confortables, matérielles, où on a beaucoup d'accès au développement. Ouais. Et même si on a une conviction et une conscience écologique, de vraiment la violence et l'idée de privation, de réduire. Et je pense que la consommation aujourd'hui, même quand on a l'idée, passer à l'action, c'est aussi par... je mets bien moi, le côté courage, le manque de courage, et aussi c'est pour des raisons de confort matériel. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a un attachement à ce confort. Et il y a une forme un peu de... Violence, c'est un grand mot, mais il y a une forme un peu brutale, il faut se délaisser de certains conforts. Ouais, alors, moi c'est pour ça que je voulais justement que tu développes un petit peu, parce que je voulais justement c'est pas mon expérience personnelle, mais c'est l'expérience d'un ami qui lui a délaissé tout mode de transport en dehors de son vélo, et puis qui vit peut-être entre 150 et 200 jours dehors. Il est musicien itinérant, et il a fait un choix un petit peu extrême, on pourrait dire, d'abandonner le confort matériel, pour reprendre ton point. Aussi par conviction écologique, parce que l'idée de voyager qu'à vélo, réduire sa zone de chalandise, on pourrait dire, en tant que musicien, même si on ne dit pas ça exactement, et c'est vrai que moi, ça m'a fait, par exemple, à titre personnel, ça m'a fait évoluer sur le sujet en discutant avec lui. Donc c'est vrai que d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a fait ce choix, qui aujourd'hui est un peu marginalisé de la société, pour toi ça peut être aussi un point, ça peut aussi te dire finalement ce frein-là, peut-être pas aller jusqu'à l'endroit où lui ou elle est, mais peut-être que tu vas pouvoir lever des freins sur ton confort en disant peut-être ça c'est pas essentiel pour moi, je le mets de côté. Je sais pas, ça peut peut-être amener quelque chose. Et les témoignages peut-être des gens qui ont une consommation plus sobre, qui vont vers une sobriété, qui vont montrer qu'ils sont plus heureux comme ça, sans aller vers la marginalisation. Oui, bien sûr, ouais. Mais c'est d'arriver à je crois en tout cas, ça veut dire quoi déjà l'alternative? Peut-être que je suis mauvais élève, mais je crois que c'est les solutions positives, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça, ou le festival des solutions positives, ou des énergies positives? Les alternatives. Ouais, je sais. Mais en tout cas, je crois que d'arriver à sortir quelque chose de positif dans un choix qui est marginalisé, où on pourrait se dire, là, c'est que du négatif, ça peut amener, en tout cas, à faire réfléchir. Dire, ok, moi, par exemple, si je donne un exemple pour mon activité, moi c'est vrai que sur une partie de mon activité, maintenant je me déplace à vélo, et c'est vrai qu'avant je ne le faisais pas, parce que j'estimais que c'était pas possible. Donc en fait, voilà, et après je me dis pourquoi c'est pas possible? En fait, si, il faut juste que tu organises tes prestats pour aller un coup, si tu vas dans le Jura, tu y restes 4 jours, etc. Puis tu enchaînes les prestats là-haut, puis après tu redescends dans la vallée. C'est de l'organisation, de la planification. Mais bon, moi je suis mauvais en planification aussi, donc j'ai regardé, j'ai dit attends, il y a des outils qui existent, j'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Mais en même temps, si ça marche un peu quand même. Donc voilà, c'est pour rapport à ça. Excusez-moi. Ouais. J'avais une remarque à faire, mais peut-être qu'elle est un peu déplacée, mais je vais faire quand même. La question des tomates, je vais faire la question un peu déplacée. En fait, j'ai l'impression que c'est des discussions qui sont, nonobstant les contributions de chacun, qui sont essentielles. Chacun à son niveau, une petite goutte d'eau, c'est toujours plus que rien. J'ai l'impression que c'est un peu des discussions hors sol, presque à se demander si l'écologie, est-ce que c'est... Je travaille dans la banque, mais est-ce que l'écologie c'est une question de riche, ou est-ce que c'est autre chose qu'une question de riche? On a tous en tête la pyramide de Maslow,
Et quand, le sommet, tout le monde n'est pas au sommet. Et en Suisse, j'ai regardé les chiffres de 2022, il y a 8,7% de la population suisse qui est en dessous du seuil de pauvreté. En France, c'est beaucoup plus. C'est un peu comme si aujourd'hui on avait la discussion sur la voiture électrique en disant la voiture électrique, en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques neuves, donc il faut tous passer à la voiture électrique, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi en fait, se chauffer ou mettre de l'essence dans sa voiture. Et donc, je suis un peu troublé par ces discussions-là. J'essaye de prendre des éléments et je trouve ça très intéressant. Mais je me dis, est-ce que finalement, c'est des discussions qui sont des discussions, je ne veux pas dire de salon mondain, mais des discussions où il y a toute une partie qui se disent, mais écoutez les gars, moi je veux juste manger. Ok, c'est super des tomates bio, mais moi j'ai pas de quoi. Et quand vous disiez, Maria, que dans les supermarchés, certains achètent simplement parce que je crois qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Ouais. Voilà, donc c'est juste en fait un peu mon état d'esprit. Enfin, je suis un peu troublé et je ne sais pas trop quoi penser de ces discussions. Mais elles sont très intéressantes. Mais je ne sais pas. Voilà. Ouais, je peux juste répondre par une pirouette, démarrer ma réponse. Je laisserai la parole si vous voulez après. Je peux répondre. Est-ce que finalement ce ne sont pas les riches qui polluent? Le plus. Quand on regarde finalement, dans leurs loisirs, dans leur façon de se déplacer, donc finalement peut-être c'est les riches qui vont vaincre. Aussi, j'entends que la majorité de la population est classe moyenne, plutôt peut-être modeste, etc. Mais je veux dire, l'effort d'un riche est bien plus, malheureusement, ce que je veux dire est très pragmatique dans ce que je. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Après, en ce qui concerne le domaine dans lequel j'agis, puis après je laisserai peut-être dans les domaines dans lesquels vous êtes, moi ce que je vois, c'est que quel que soit, je dirais, le niveau social de la personne que j'ai en face de moi ou de l'enfant que j'ai en face de moi, aujourd'hui, je parle de notre façon de vivre, de notre façon de vivre derrière l'écran. Si vous mettez un compteur une application pour compter le temps que vous passez par semaine sur votre écran, et à voir que n'importe qui, enfin, je veux dire, on ne passe pas le temps sur les mêmes applications, mais enfin, on passe du temps sur les applications, on est déconnecté de cet environnement. Alors, ça c'est vrai que le travail qu'on fait, tu vois, d'amener de la sensibilisation, d'amener les gens, de leur mettre la tête ou le cul dans la terre, et de les faire observer tout ce qui s'y passe, quelle que soit la classe sociale, ça produit quand même des résultats. Mais, oui, il y a un peu... Ouais, je vois vraiment il y a ce côté-là. Il y a cette préoccupation, oui, je peux partager le propos. Il nous reste juste quelques minutes. Je propose de faire juste un petit tour de clôture, en fait, de dire quelques mots pour clôturer tout ça, si ça vous va. Ça devient intéressant. Voilà, après tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, Marie-Jane, avec quoi tu repars? Juste qu'effectivement, il ne faut pas négliger, il y a une responsabilité individuelle, mais qui n'est pas la seule, parce qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser complètement les industries, les politiques, qui ont également des leviers bien plus importants et potentiellement les personnes plus aisées. Maintenant, je dis souvent qu'aussi le changement de comportement n'est pas seulement dans le but de sauver la planète, comme on disait. Pour moi, c'est aussi une façon d'être plus aligné avec mes propres valeurs. C'est-à-dire qu'on me demande toujours tu penses que tu dois sauver le monde? Et je suis là, non, probablement pas. Mais moi, en fait, jeter un déchet par terre alors qu'on aurait pu l'éviter, c'est pas un truc qui me convient. Donc c'est juste par rapport à moi. Puis on verra bien ce qui se passe ensuite. Et aussi ne pas oublier que tous les changements ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que je parle de changement vraiment réfléchi. Ce que moi je suis prête à sacrifier, ce n'est pas forcément ce que mon voisin est prêt à sacrifier, et inversement. Donc c'est vraiment une introspection, une espèce de quête envers soi-même, et je vais peut-être laisser une question encore si jamais quelqu'un qui veut réagir. En fait, par exemple, les populations défavorisées vont être manger plutôt McDonald's de par mon information sur l'écologie. McDonald's, ça coûte 10 francs, un repas fait sur le même avec des produits de ça, et aussi par rapport aussi, l'écologie, c'est aussi au service de
des personnes ou défavorisées, parce que, par exemple, les économies d'énergie, on va citer les économies d'énergie pour les pauvres. Donc pour moi, ça touche tout le monde. Il y a des choses pour on va dire, faire des changements d'habitude qui durent, c'est aussi de trouver des choses qui vous, on va dire, qui vous font plaisir et qui vous conviennent. Donc si vous arrivez à trouver des changements dans vos habitudes que vous trouvez agréables à faire, vous vous sentez bien après, etc., ben, ce sera bien plus facile à garder sur le long terme que se porter à faire des choses qui ne conviennent pas. Alors complètement d'accord avec Lisa, avec mes collègues, pareil. Je dirais juste que pour revenir un peu sur monsieur, mais c'est juste pour clôturer, c'est qu'on a tendance à parler toujours des mauvaises nouvelles, de ce qui ne va pas, blablabla, et que justement des lieux comme Alternativa, même si malheureusement, je l'avoue, on se retrouve souvent entre conscientisés, c'est aussi très important de montrer ce qui fonctionne, là où ça va, et puis comment faire mieux, et puis vous embarquer avec nous aussi, parce qu'on a quand même besoin de vous. Enfin, individuellement, on a tous quelque chose, et je pense que on a tous une histoire à part entière, et on a tous une manière de s'engager d'une façon ou d'une autre. En tout cas, la pédagogie, c'est essentiel. L'éducation, clairement. Juste, c'est que finalement, on pourrait parfaitement acheter beaucoup plus de légumes et les cuisiner, ça ne revient pas forcément beaucoup moins cher. Il y a une question d'éducation, ça c'est certain. Voilà, donc je vous propose de clôturer ce temps ici. À nous, on doit dégager, mais si jamais vous avez envie de poursuivre cette conversation, voilà les personnes qui sont là.